Allons faire un tour sous la terre, d'accord ? Tu connais cette sensation horrible que ta vessie est soudainement trop pleine et qu'elle va exploser ? Eh bien, si tu es dans le métro, ça va être un problème parce qu'il n'y a généralement pas de toilettes dans ces endroits. Comment ça se fait ? Mais d'ailleurs, comment se fait-il que l'on puisse respirer sous la terre ? Il y a une foule de questions que l'on se pose sur le métro, n'est-ce pas ? Alors, c'est parti ! Comment se fait-il que les rues et les bâtiments situés au-dessus du métro ne s'effondrent pas ? On pourrait penser que cet énorme espace creux juste sous nos pieds provoquerait tôt ou tard un effondrement, mais ce n'est pas le cas. En effet, les tunnels du métro sont soutenus par des structures puissantes. Ces supports sont habituellement faits de béton et renforcés par du métal pour plus de sécurité. Au fait, savais-tu que la très impressionnante excavatrice dont on se sert pour creuser les tunnels sert aussi à construire simultanément ces structures de béton ? Pourquoi fait-il chaud en hiver et frais en été dans le métro ? Tu penses peut-être grâce à un super système de climatisation, mais non, ce n'est pas ça. Dans la plupart des stations de métro, il n'y a pas de climatisation du tout. La température dépend entièrement des lois de la physique. L'air frais a tendance à descendre, donc en été, toute la chaleur à l'intérieur d'une station remonte. Et il fait beaucoup plus doux en bas. En hiver, la chaleur de toutes les installations électriques chauffe les stations. Et puis, comme le vent ne pénètre pas, on ressent moins le froid qu'à l'extérieur. Pourquoi sent-on une rafale de vent quand on ouvre la porte d'une station de métro ? S'il s'agit d'une station fermée, tu sentiras un souffle d'air chaud venant de l'intérieur quand tu ouvres la porte. C'est à cause d'une différence de pression. Dans les stations, elle est plus haute que dans la rue afin d'évacuer les gaz et les fumées. Et donc, quand tu ouvres la porte, l'air s'échappe avec force. Pourquoi y a-t-il 3 rails dans les métros ? Les trains de banlieue et les TGV fonctionnent tous avec 2 rails, mais dans le métro, tu remarqueras qu'il y en a un 3e, soit entre les 2 rails, soit du côté du quai. Non, les rames de métro ne possèdent pas de roues supplémentaires. Le 3e rail est là pour fournir de l'électricité au train. Les rails principaux ne sont pas électrifiés, donc rien ne t'arrivera si tu y touches. Cela augmente aussi les chances de survie au cas où quelqu'un ferait une chute. Le 3e rail, en revanche, est chargé d'électricité. Il vaut donc mieux l'éviter si tu ne veux pas te transformer en frites. À ce propos, pourquoi les métros n'utilisent pas de câbles électriques suspendus ? Comme je viens de le dire, il y a un 3e rail pour acheminer l'énergie. Les trains de banlieue, quant à eux, sont alimentés par des câbles aériens. Le problème est que ces câbles fonctionnent à très haute tension, ce qui n'est pas sans danger pour les trains souterrains. Les câbles seraient tout simplement trop proches. Les métros utilisent donc des sources d'énergie dont la tension est faible et le courant élevé, ce qui nécessite un conducteur plus épais. C'est ainsi qu'a commencé l'histoire du 3e rail. Une autre raison pour laquelle il n'y a pas de câble aérien dans le métro, c'est que personne n'est jamais en contact avec leurs installations électriques, ce qui fait du métro un endroit très sûr. Pourquoi les plans de métro sont-ils si imprécis du point de vue géographique ? Tu as dû remarquer que les plans de métro montrent toujours des stations à égale distance les unes des autres et que les lignes qui y figurent sont parfaitement droites. Mais en réalité, les tunnels font souvent des virages et la distance entre les stations est très variée. Les cartes sont dessinées de cette façon parce que sous terre, l'endroit exact où tu te trouves n'a pas vraiment d'importance. Ce qui est vraiment important, c'est la facilité de lecture, car tout ce que les passagers doivent comprendre, c'est à quelle station ils doivent descendre du train. Tout le mérite de la conception des plans modernes revient à Harry Beck, inventeur du plan de métro de Londres en 1933. Pourquoi il y a tant de vent dans le métro ? Outre les puissants systèmes de ventilation, une autre force est à l'origine du vent, les trains en mouvement eux-mêmes. Lorsqu'un train arrive dans une station, il pousse l'air devant lui, créant de fortes rafales. Et comme les trains vont et viennent assez souvent, l'air ne s'arrête jamais vraiment de bouger. Il vaut donc mieux ne pas se tenir trop près du bord d'un quai, le vent pourrait te faire tomber. Comment se fait-il que l'on puisse respirer si profondément sous terre ? Certaines stations de métro sont assez peu profondes et il suffit de descendre de quelques pas pour sauter dans une rame. Mais d'autres stations sont plus profondes et il faut prendre un escalator pour arriver tout au fond. Dans ces stations, des puits d'aération sont construits à l'extérieur du bâtiment principal. Ils fournissent de l'air frais, ce qui est très bien, parce que autrement l'oxygène s'épuiserait très rapidement. De plus, l'air pompé dans la station passe par un système de filtrage très efficace, ce qui fait qu'on y respire un air vraiment propre. Comment se fait-il que l'on capte un signal mobile dans le métro ? Quand on voyage si profondément sous terre, entouré de métal et de béton, il est difficile de croire qu'un signal puisse nous atteindre. Pourtant, il est souvent possible d'utiliser son téléphone et même de surfer sur Internet dans le métro. C'est grâce aux petites antennes installées dans les tunnels. L'inconvénient, c'est que la navigation peut être lente, étant donné que ces antennes sont connectées à des tours de relais. Plus il y a de personnes sur le même réseau, plus le débit sera lent pour chaque utilisateur.
Pourquoi n'y a-t-il pas de toilettes publiques dans les stations de métro? Cela peut sembler surprenant, mais les toilettes publiques sont assez courantes dans les stations de métro du monde entier. Pourtant, ce n'est pas systématique. Certaines ne sont équipées que de toilettes réservées au personnel. Les employés du métro peuvent laisser les passagers les utiliser, mais ils peuvent aussi refuser de le faire sans avoir besoin de fournir une quelconque explication. Quoi qu'il en soit, 2 raisons principales justifient l'absence de toilettes publiques, la sécurité et le coût. Elles sont incroyablement chères à entretenir. Je suppose donc qu'on ne verra pas de sitôt apparaître des WC là où il n'y en a pas. La deuxième raison est une question de sécurité, car on ne peut pas installer des caméras dans les toilettes et il serait dès lors impossible de surveiller ces lieux. Pourquoi les mains courantes des escaliers roulants se déplacent-elles plus vite que les escaliers eux-mêmes? Le fait de devoir constamment ramener sa main sur la rampe peut être embêtant, mais il y a une raison pour laquelle les escaliers sont plus lents. En fait, ils sont censés se déplacer à la même vitesse, mais comme les mains courantes s'usent plus vite que les escaliers, on les règle généralement de manière à ce qu'elles avancent plus rapidement. Avec le temps, elles ralentissent et les escaliers les rattrapent. Pourquoi n'y a-t-il généralement pas de garde-fous sur les quais des métros? Aux États-Unis, comme dans beaucoup d'autres pays, rien ne sépare les passagers des voies du métro. Cela peut sembler dangereux, d'autant plus que de nombreuses personnes tombent sur les rails. Mais le problème est qu'un conducteur ne peut pas contrôler le train avec une précision telle qu'il puisse s'arrêter juste devant les ouvertures d'un garde-fou. Peut-être qu'un jour, lorsque tous les trains seront complètement automatisés, on verra apparaître partout des dispositifs de protection des usagers. Comment les rames de métro sont-elles coordonnées pour éviter les accidents? Il est étonnant de voir qu'avec seulement quelques minutes d'intervalle entre les différents trains du métro, ceux-ci parviennent à se croiser sans qu'il n'y ait jamais de collision. Cela est possible grâce à un ordinateur central qui les coordonne. Les voies sont divisées en courtes sections ou blocs, et lorsqu'un train se trouve dans un bloc, il envoie un signal à l'ordinateur central. Si un autre train approche, un dispositif de sécurité avertit son conducteur et le train s'arrête pour laisser passer le premier. Et si le conducteur ne peut pas arrêter son train lui-même pour une raison quelconque, le système de freinage automatique se déclenche et le force à s'arrêter. Comment les conducteurs de métro font-ils pour s'arrêter exactement là où il faut? Parce qu'ils sont vraiment très doués. Oui, c'est vrai. Une rame de métro est un long véhicule comprenant beaucoup de voitures. Il est donc surprenant qu'il s'arrête toujours exactement au bon endroit. Mais il n'y a là rien de magique. Les professionnels disent que c'est juste une question d'entraînement. Et puis, il y a des repères. Il y a toujours un grand panneau sur la paroi du tunnel indiquant au conducteur de commencer à freiner, et s'il le fait correctement, il ralentira et s'arrêtera là où il faut. Ce n'est pas exactement le même endroit à chaque fois, mais c'est très proche, et donc personne ne voit de différence. Si tu as appris quelque chose de nouveau aujourd'hui, merci de liker cette vidéo et de la partager avec un ami. Et voici d'autres vidéos qui te plairont sans aucun doute. Il suffit de cliquer à gauche ou à droite. Et surtout, reste du côté sympa de la vie.